Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic. Vous en avez l'habitude, maintenant nous allons décortiquer l'actualité de l'OGC Nice en compagnie des plus fines plumes de la rédaction des sports de Nice Matin. Il nous revient tout beau, tout frais, tout bronzé. Vincent Ménichini est avec nous autour de cette table. Salut Vincent. Salut Mika, salut à tous. En pleine forme aussi, surtout après 14h, William Ambersé est avec nous. Salut William. Salut Mika. Et lui, il ne fait jamais relâche, notre ami. Jamais. La légende, le Big Boss. Bonjour. Philippe Camps. Bonjour. Ça va Philippe ? Ça va, très bien. N'oubliez pas d'aller voter dimanche. C'est important, effectivement. Notre invité cette semaine a remporté le dernier trophée du club il y a 25 ans. Il jouait à l'époque défenseur central. C'est un pur niçois, vainqueur de la Coupe de France en 1997. Olivier Fugin nous accompagne. Salut Olivier. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur le plateau de Gym Tonic. On parlera bien sûr avec toi de cette fin de saison à suspense pour le gym avec cette finale le 7 mai, mais aussi ce championnat où rien n'est encore joué. Nous reviendrons également sur la défaite dans le derby avec un focus sur Bilal Brahimi. On vous donnera les dernières infos à J-15 de la finale de la Coupe de France. Et on se projettera évidemment sur le match face à Troyes dimanche, sans oublier vos rubriques habituelles, le pour-compte, le souviens-toi de Philippe Camps, spécial finale de Coupe de France, une fois qu'il aura fini de ranger ses fiches, et toujours un petit cadeau à gagner en fin d'émission. Messieurs, on va d'abord évoquer ce derby perdu par l'OGC Nice au Stade Louis II face à Monaco, défaite 1-0. Un but bête, Vincent, juste avant la mi-temps, et une défaite un petit peu frustrante, peut-être pour Nice. Ouais, un match, un petit derby, j'ai envie de dire, avec une passe D de Benitez pour Golovin, qui a suffi pour Monaco, qui a enchaîné un 5e succès de suite, et qui permet à cette équipe d'être tout proche du podium. J'ai pas vu un grand match. Beaucoup d'intensité, une équipe niçoise assez pauvre dans le camp adverse qui ne s'est pratiquement pas créé une seule occasion, donc ça ne joue à pas grand chose. Je pense que c'est un match qui aurait pu finir sur un 0-0 ou un partout, mais voilà, c'est tombé dans la poche de Monaco, et c'est bien dommage parce qu'au final on a le sentiment que Nice lors de cette phase retour a laissé beaucoup de points ici et là, et il se retrouve maintenant 6e, et pour finir sur le podium, maintenant il faut faire un sans faute, et ça va être très compliqué. William, Vincent l'a un peu évoqué, mais c'est vrai que dans le jeu, les joueurs, Christophe Galtier, nous ont dit qu'il y avait du mieux. Pourtant, pas beaucoup de tirs vers le but, pas beaucoup d'occasions créées non plus. C'est le mal qui ronge l'OGC Nice depuis une dizaine de matchs. Ouais, parce que le mieux, on l'a vu quelque part dans l'état d'esprit, même dans les attaquants, l'attitude de Dolberg, au pressing, même dans la provocation balle au pied, c'était bien mieux que ce qu'il faisait ces derniers temps. Mais voilà, ça suffit pas. Il y a ces centres, il y en a eu plus d'une vingtaine, et pourtant, il n'y a pas une seule occasion réelle sur un centre, finalement. Donc c'est décevant parce que Monaco n'a pas maîtrisé outre mesure les débats, mais ils ont eu les meilleures occasions. Par contre, il y a le poteau de Ben Yedder, il y a d'autres opportunités. Donc c'est frustrant parce qu'on sentait à Nice plus impliqué, mais toujours aussi apathique offensivement. Philippe, petit derby pour l'OGC Nice et pour l'AS Monaco non plus, parce qu'ils n'ont pas été très tranchants. Moi, j'ai été déçu par l'ambiance. Bon, c'était en semaine, c'était à 19h, mais j'ai vu des derbys de feu où il n'y avait aucun enjeu, où Nice des fois était complètement à la rue, et à Monaco il y avait le Louis II, c'était un chaudron. Là il y avait une ambiance quelconque, banale. On sentait pas que c'était un match super important pour les deux équipes, mais il n'y avait pas une ambiance de feu, et voilà, ça m'a un peu déçu. Après le match, voilà, c'est pareil. Mais ces derniers temps, regarder Nice, c'est un peu manger des brocolis et boire de l'eau, quoi. C'est 6 buts en 11 matchs, quoi. Sauf si on tombe sur un grain de poivre, il ne se passe pas grand-chose. Ouais. Olivier, ces derbys-là, évidemment, ils n'étaient pas les mêmes à l'époque. La rivalité avec Monaco n'était pas aussi forte, peut-être, à l'époque où tu jouais. En fait, à l'époque, nous, on en parlait des semaines avant, quoi. Là, c'est vrai que j'ai pas ressenti, rien que le début de semaine, qu'est d'avoir ce derby plus une place européenne, quoi. J'ai pas senti vraiment, vraiment tous le peuple niçois derrière ce match-là. Et c'est vrai que le Louis II n'était pas vraiment bien garni côté niçois, quoi. Selon les chiffres officiels, 2165 Niçois seulement pour un derby, ça fait pas beaucoup. Au Louis II, il devait y en avoir d'autres tribunes, mais malgré tout, les parcages n'étaient pas complets. Mais c'est une demande de Monaco de jouer ces derbys en milieu de semaine, justement pour éviter l'invasion niçoise
en plein week-end et à une horaire un peu plus sympa pour aller voir un match de foot. Et pourtant là c'était les vacances. Alors parmi les acteurs de ce Monaco-Nice, il y a un joueur qui a plutôt tiré son épingle du jeu, c'est le jeune Bilal Brahimi, plutôt tranchant hein, Vincent dans cette rencontre, même s'il n'a pas tout réussi non plus. Ouais, après c'est pas compliqué en ce moment d'être meilleur que Gouiri, Kluivert, Stangs ou Dolberg, donc c'est vrai que Brahimi il a apporté... comme l'a dit Galtier, de la verticalité, de la percussion, de la vitesse. Il a pris ses responsabilités. Mais c'est dommage que sur un match comme ça, ce soit celui dont on attend peut-être le moins qui apporte le plus. Bilal Brahimi, on a attendu fin avril pour le voir sur le terrain. Première titularisation et lui, il a répondu aux attentes. Mais ce que je trouve dommage, c'est que dans le sillage de Brahimi, que ce soit Andy Delors, même Dolberg, même l'entrée d'Amine Gouiri, même celle de Justin Kluivert, elles ne sont pas transcendantes. Donc voilà, franchement, chapeau à ce gamin qui a pas manqué son rendez-vous, son premier derby, sa première titularisation, et qui mérite d'être vu. On en a beaucoup parlé, William, ici, de Bilal Brahimi, en disant que voilà, c'était la seule recrue quasiment du mercato. Jordan Amavi également est arrivé du mercato d'hiver, mais c'est le moment peut-être pour lui de faire la différence, voyant que les autres joueurs n'arrivent pas à se mettre à leur niveau de forme optimal. Complètement, quand on n'arrive pas à avoir de réaction chez les garçons attendus, les leaders attendus, c'est bien, moi je trouve, de voir que ce groupe bouge encore, qu'il y a encore des gamins qui peuvent profiter du temps de jeu. Donc lui, à chaque fois, il avait été bon dans ses entrées en jeu. À Lens, il avait joué quasiment piston gauche, arrière gauche. On va voir les stats de Bilal Brahimi. Donc c'est bien. Moi, je trouve que voilà, il y a encore un gamin qui arrive à prendre les cartes en main, pousser, ne pas avoir peur balle au pied. Il fait pas encore tous les bons choix, mais il a du culot. Et c'est intéressant dans une période où il ne se passe plus grand-chose sur le terrain. Ouais. Et on va écouter justement les mots de Christophe Galtier à propos de Bilal Brahimi. On lui a demandé en conférence de presse devant la caméra de Philippe Bertigny ce qu'il apportait de plus dans cette équipe niçoise. De la verticalité, il a de la vitesse. Et il a cette capacité à donner de la profondeur. J'ai échangé avec lui après le match. Il a de la précipitation. Il y a des moments où il faut être moins vite et tout faire et avoir plus de maîtrise dans certaines zones. Mais après, dès qu'il est dans les zones qu'il apprécie, sur le côté, dans la profondeur, il nous amène cette vitesse, cette percussion. Voilà, il a eu des situations favorables. Quelquefois, le ballon n'est pas bien arrivé. Quelquefois, il a été intercepté par la défense monégasque. Il avait une position de tir qu'il aurait pu exploiter, mais je pense qu'avec des matchs en plus, il l'aurait exploité. Voilà, il nous amène vivacité, percussion et aussi cette insouciance dans une période où on est moins prolifique. Cette insouciance. Et l'insouciance, c'est un atout important. Christophe Galtier, donc à propos de Bilal Brahimi. Philippe, l'insouciance, c'est un atout important dans une équipe. C'est cela dont on doit parler ? J'entends le coach dire ça, c'est bien, mais l'insouciance sur un terrain, c'est quoi ? C'est l'audace, la folie, mettre le feu, c'est prendre des responsabilités, des risques. Oui, alors si c'est ça, oui, c'est bien, il en faut, et c'est ce qui manquait à Nice ces derniers temps. Alors on verra évidemment tout à l'heure dans la compo probable si Bilal Brahimi pourra enchaîner une deuxième titularisation avec cette équipe de l'OGC Nice. Mais quand on voit la pauvreté de l'animation offensive lors de ces 10 dernières journées, eh bien on se pose la question, est-ce que Christophe Galtier doit changer son système de jeu ? C'est le pour-contre de cette semaine. Vincent, est-ce que Christophe Galtier doit changer son 4-4-2 ? Absolument, je prends tous les risques. Donc à 5 journées de la fin, c'est vraiment le bon moment, hein, parce qu'on a vraiment le temps de le travailler. Non, blague à part. Vu le peu d'occasions que se crée cette équipe, je me dis que ça serait intéressant de passer, pourquoi pas, dans un 4-2-3-1 et de relancer Calvin Stangs au cœur du jeu. Donc au cœur du jeu, ça serait de le mettre derrière un attaquant que je pense... Ce serait Andy Delors. Sur le côté gauche, Amine Gouiri qui pourrait venir aussi un peu à l'intérieur. Sur le côté droit, Justin Kluivert. Et 2-6, 2 récupérateurs. Ça peut être après Rosario Thuram ou Rosario Lemina ou Lemina Thuram. Mais voilà,
pour relancer un petit peu cette équipe niçoise, j'aimerais revoir un petit peu Calvin Stanks, mais plus sur le côté à droite ou à gauche, où on voit qu'il manque un peu de vitesse, d'impact, de densité physique, mais vraiment au cœur du jeu, dans une sorte de 8-10, un peu comme fait Savanier, peut-être à Montpellier, mais voilà, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il prenne les choses en main. Il a la qualité de passe, on le voit sur certaines actions, qu'il peut éclairer avec son pied gauche, plein de situations. Mais voilà, ne plus le voir à droite, Calvin Stanks, mais de le voir en 10, derrière un attaquant, avec Gouiri d'un côté, parce que voilà, moi aussi, je pense qu'on ne peut pas se passer d'Amine Gouiri en cette fin de saison, et on a besoin de Gouiri dans le 11. Donc voilà, changer de système avec Calvin Stanks au cœur du jeu. William? Non, je vais dire non parce qu'il a abordé le sujet. Il reste 5 matchs, c'est trop compliqué de changer de système maintenant. On le voit que depuis qu'il a essayé d'aligner 4 offensifs, c'est pas pour autant que ça marche. Il n'y a pas du mieux dans le jeu. Donc je dirais non pour la période. En revanche, voilà, il faut trouver une solution. Et c'est vrai que moi, Calvin Stanks me déçoit largement dans les duels. Alors au cœur du jeu ou pas, c'est pas là que je l'attendrai. Moi, c'est plutôt un 4-3-3 que j'aurais aimé voir, avec vraiment Gouiri sur une aile, mais dans un 4-3-3 et non dans un 4-4-2 où il est obligé de faire les efforts. Mais je vais dire non, parce qu'il reste que 5 matchs et j'ai la faiblesse de penser qu'il vaut mieux s'appuyer sur ce qui a marché en début de saison plutôt que de chercher à trouver une nouvelle formule maintenant. Philippe, c'est trop tard pour changer de système, comme le dit Will, à 5 journées de la fin? Ouais, ça me semble un petit peu tard, mais il faut changer quelque chose en tout cas. Mais, il a changé les ordres, déjà, Christophe Galtier. Moi, je pars toujours du principe qu'un joueur est plus important qu'une organisation, parce que bon, pour moi, il y a la qualité. Donc, est-ce que c'est pas les qualités? Des fois, on n'en a pas trop fait sur la qualité des Niçois et on est déçus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'en sais rien. Il faut changer quelque chose, parce que ce no man's land au milieu, moi, dans l'axe, dans le cœur du jeu qui bat plus. Moi, ça me rend fou parce que on a l'impression qu'il y a un gouffre entre la défense centrale et l'attaque. Dans l'axe, il n'y a rien. Il faut que Thuram fasse une cavalcade pour arriver de l'autre côté. Ça manque de qualité de passe chez les autres, chez lui aussi. Et j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Donc, comme s'il n'y avait pas de joueur. Alors, je ne vais pas en revenir aux années de mon enfance où il y avait un vrai 10 dans une équipe, il y avait un vrai milieu de terrain, un vrai créateur, un vrai meneur à qui on donnait le ballon et qui ça n'existe plus, on le sait, bon bref, mais il faut qu'ils fassent quelque chose là dans le cœur du jeu et puis juste pour revenir aussi à un truc, c'est qu'ils ne savent plus frapper ces mecs, ils ne savent plus frapper au but. Avant, j'aime bien dire avant, il y avait Katalinski. On savait qu'à 25-30 mètres, le Ré tremblait, le gardien d'en face aussi, mais il mettait un canon, quoi. 2 tirs cadrés contre Monaco. Il y a Lemina qui a frappé, il a frappé à côté. Il y en a, ils n'arrivent pas au but. Je sais pas, mais ça frappe pas. Au cœur du jeu, il pas. Alors après, juste, je fais un peu long, mais pour dire est-ce qu'il faut changer, pas changer. Moi, je pense qu'il faut changer quelque chose. Mais en même temps, je pars toujours d'un principe aussi, c'est que Galtier a été champion de France, donc il connaît mieux le foot que moi, et il connaît mieux le vestiaire que moi. Et je pense, comme c'est pas un fou, un écervelé, ce qu'il fait, c'est pour le bien de l'équipe. Hein. Donc, nous, on est là, c'est facile. C'est sûr qu'on est derrière. On discute, on refait le monde, l'équipe. Mais il faut changer quelque chose. Mais c'est vrai que la technique, on le dit souvent, au milieu, il manque en ce moment ce joueur capable d'éclairer les offensives niçoises. Et à part Calvin Stanks, moi je vois personne d'autre. Ouais, mais Calvin Stanks, quand il a joué. Ouais, mais il a été très décevant, on est d'accord, et je rejoins Will, il a souvent été décevant, mais dans un rôle. Mais on sent qu'il a de la qualité. D'ailier droit, au final, ou même à gauche, qui lui convient pas très bien dans ce système en 4-4-2. C'est un mec qui arrive des Pays-Bas, qui a joué toute sa carrière dans un 4-3-3, où justement tu faisais pas les mêmes efforts, où tu avais de l'aide un petit peu au cœur du jeu également. Voilà, comme disait Will, Gouiri dans un 4-4-2 ou dans un 4-3-3 sur un côté, c'est pas la même. Hein. Ouais. Olivier, sans rentrer dans le débat, Christophe Galtier doit-il changer quelque chose, mais plutôt sur le débat, est-ce qu'on peut changer à 5 matchs de la fin un système de jeu quand on est joueur? Est-ce qu'on peut s'y habituer vraiment à un nouveau système? Pour ma part, oui. On peut s'adapter. On est joueur professionnel, on peut s'adapter à toutes les situations. Je dirais après, peut-être une question peut-être de confiance aussi. Après, un joueur qui joue peut-être à droite ou à gauche, pas trop d'importance. Il faut que après le moule prenne, quoi. Si on change une tactique, il faut que le moule prenne. Ouais, après, juste un mot sur Stanks. Il est jeune, il vient d'arriver. Je me souviens qu'à une époque, à Paris, Rai, il a mis 1 an à mettre un pied devant l'autre, quoi.
Après, ça a été un formidable joueur. Je dis pas que Stengs, ça sera Rai est arrivé du Brésil. Là, Calvin Stengs arrive d'un pays européen quand même. D'accord. Il n'y a pas On sent d'implémentation. que c'est un bon joueur. Après, c'est sûr que s'il faut le mettre... Maintenant, il faut le décaler au centre. C'est bientôt. Il faudra aller enlever les joueurs adverses pour qu'ils puissent passer plus facilement. Et puis 20 millions d'euros quand même aussi. Non. 15 millions. C'est 13. 13, allez, 13. Ouais, je suis un peu enflammé. C'est donné. C'est Dolberg, 20 millions. Ah oui, voilà, c'est Dolberg. Non, mais 13 millions d'euros, c'est quand même un transfert pour lui. C'est assez important. Somme. Alors, quand on regarde le classement, messieurs, on se rend compte que l'OGC Nice a une nouvelle fois glissé à la 6e place, mais rien n'est joué, puisque 2 points de retard seulement sur le 3e, sur les 2 3e d'ailleurs, Rennes et Strasbourg. Monaco qui est juste devant, qui est repassé devant. Mais attention, parce que Lens, ça arrive vite aussi derrière. Will, Nice peut aussi bien finir 3e que 7e. Bah oui, on le voit. Je pense que c'est dans l'historique de ce championnat, le Dauphin sera aura le plus faible total de points de ces 20 dernières années. Ça montre que derrière Paris, il n'y a personne qui avance. Je pense que même Paris aurait pu être en danger, vu la période difficile qu'ils viennent de traverser, avec plus de régularité derrière eux. Donc moi, j'ai envie de rester positif, de voir le verre à moitié plein, et de dire que franchement, malgré cette mauvaise passe, ces résultats en berne, le gym peut toujours espérer au podium. Olivier, ça laisse songeur de se dire qu'on s'inquiète pour l'OGC Nice qui est 6e du championnat, non ? C'est clair. Avec une finale de coupe à jouer. Avec une finale de coupe à jouer, ouais. C'est clair. Ouais, c'est beau. Vous, c'était pas la même il y a 25 ans. On en reparlera tout à l'heure. non. Mais à ce moment-là, c'était pas la même histoire. On parlait pas de haut classement. Non, mais surtout qu'ils n'ont pas un mauvais calendrier. En plus, on en a beaucoup parlé Ouais. ici et on dit que le calendrier niçois est plutôt favorable. Rappelle-le-nous, Vincent, mais il y a ce Donc match il y a contre 3 Bordeaux. Bordeaux, on le répète depuis des semaines, il y a cette finale au milieu. Cette finale, elle va laisser des plumes dans tous les cas, parce que si ça gagne, les Niçois, ils vont pas rester tranquillement chez eux à boire de la tisane. Saint-Étienne. Si ça perd, ça va être une catastrophe pour le club. Ensuite, il y a Saint-Étienne, Lille, et tu finis à Reims. Donc franchement, commenter des calendriers... c'est hyper compliqué. Surtout avec cette équipe qui, cette année, a perdu à domicile contre Clermont, Strasbourg, Montpellier. Ce qu'on peut dire là, c'est que vraiment, avant la finale, il y a 3 à Bordeaux. Si tu prends pas 6 points là, on va arrêter de parler du podium dans les prochaines émissions. On parlera de la Ligue Europa, de la 6e, de la 7e place. Il faut battre 3 et Bordeaux. Justement, Philippe, ce match face à 3, est-ce qu'il sent un petit peu le match piège, comme on aime appeler ça, nous les journalistes ? Bah oui, mais après, voilà, si on commence maintenant à se dire, quand c'est un gros qui vient, ça va être dur, comme contre Rennes, Lorient arrive, ça va être un match piège, bon, ça l'a été. C'est comme ça, et je vois pas vraiment, surtout qu'ils ont été un peu mieux quand même à Monaco, donc on va être positif. Ouais, positif sur ce match. Will, 3, c'est une équipe qui joue le maintien encore, malgré tout, qui n'est pas sauvée, donc qui va venir avec le mordant. Ouais, qui vient avec le mordant, qui joue aussi au football. Ils ont un coach, Bruno Irles, qui prône aussi du jeu. Donc je pense pas qu'on va avoir 2 lignes de 4 repliées dans leurs 16 mètres. Ça va essayer de profiter aussi des espaces et des pertes de balles niçoises, en espérant qu'il y en ait moins que d'ordinaire. Et j'ai envie aussi, comme l'a dit Philippe, de m'appuyer sur ce qu'il y avait de mieux contre Monaco pour me dire que cette équipe est peut-être enfin sur une pente ascendante. Olivier, tu as joué à 3 dans cette équipe, ce club de 3. Sans parler de... Voilà, mais tu gardes de bons souvenirs de cette époque-là. À 3, tu as connu en particulier... Jérôme Bretagne, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Nous, la culture à 3, c'est jouer au ballon. Donc, comme on disait, voilà, ce qui peut un peu faciliter la tâche de Nice, c'est qu'ils ne viendront pas pour jouer derrière. Quoi qu'il arrive, même si c'est pas... Moi, à l'époque, c'était Alain Perret, l'entraîneur, il fallait jouer au ballon, mais Bruno, je le connaissais aussi, ça jouera au ballon. Après, voilà, ils ne viendront pas tous jouer dit derrière, ça c'est sûr. Après, maintenant, là, on n'est pas à l'abri d'un mauvais contre, ou match aller, on perd, je crois. On perd 1-0, oui, 1-0 chez eux. Mais c'est un match compliqué. Match compliqué, on va voir justement ce qu'en pense Christophe Galtier, si c'est inespéré malgré tout de se retrouver à 2 points du podium après cette mauvaise passe niçoise. On écoute le coach de l'OGC Nice. Il reste ces matchs de championnat que tout le monde semble penser abordables. Tous les matchs sont difficiles.
jouer Troyes sera aussi difficile que de jouer Lorient, comme ça a été difficile de jouer Monaco. Tous les matchs, toutes les équipes que l'on va rencontrer vont se battre pour quelque chose, notamment les 2 prochaines avant la parenthèse de la finale de la Coupe de France, que ça soit Troyes et Bordeaux se battent pour le maintien, et ça sera évidemment des matchs très engagés et très durs. Mais on doit avoir aussi cette ambition et cette détermination et ce caractère de vouloir faire les choses pour se battre jusqu'au dernier match, s'il y a espoir d'aller chercher une place en Coupe d'Europe. Voilà, se battre jusqu'au dernier match, ce sont les mots de Christophe Galtier pour aller chercher une place en Coupe d'Europe, alors que ce soit en Ligue des Champions, finir 3e, parce que là, la 2e place, ça va être un petit peu compliqué maintenant, Marseille qui carbure bien comme il faut, ou alors une place en Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence, on verra bien, il reste 5 matchs de championnat pour cela. Mais il y a la 3e place qui peut être qualificative directement pour la Ligue des Champions, ça c'est aussi quand même à prendre en compte. Alors il faut un concours de circonstances, il faudrait que Red Bull Leipzig... Pas forcément, il faut que Leipzig gagne la Ligue Europa et termine dans les 4 premiers de Bundesliga. Ouais, ils sont en demi-finale face aux Glasgow Rangers et ils sont 3e de Bundesliga. C'est ce qu'espérait l'AS Monaco avec Manchester United l'année dernière. On a vu ce que ça donnait. C'est quand même Je pense que c'est plus fiable Leipzig que Manchester United. Ou que Nice. Que Nice, que le Nice de cette année. Allez, on va aborder ce match à 3. On va continuer d'aborder ce match face à 3 avec la compo probable de l'équipe de l'OGC Nice. Will, elle est compliquée à faire, cette compo probable, parce qu'il y a eu 3 matchs en une semaine, il y a le retour de Dante, bon ça c'est facile, mais il y a aussi, on en parlera tout à l'heure, des suspendus à éviter. C'est ça, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Donc on va s'appuyer plutôt sur déjà une dynamique de 3 matchs en une semaine pour s'appuyer sur ce qui a plutôt marché. Donc bon, Benitez, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat, sauf qu'il prend un but un peu casquette. Il prend un but casquette. Je pense que le débat, il viendra vraiment pour la finale de coupe. On l'ouvrira, faites-nous confiance. Voilà. Donc Benitez dans les buts. À droite, plutôt Danny Luc, parce qu'il a été plutôt fiable ces derniers temps. Il jouait pas beaucoup cette saison et il a fait le job à Monaco face à Lorient. Donc Danny Luc à droite pour laisser retrouver la charnière Todibo-Dante. Et Amavi à gauche, plutôt que Barre, pour ces raisons de carton possible pour la Coupe de France dont on va parler après. Au milieu de terrain, donc Kluivert qui était sur le banc Monaco pourrait être relancé à droite pour retrouver la paire Rosario-Lemina. Et à gauche, Brahimi pourrait profiter de sa belle première titularisation, ou peut-être ce sera Kefren Thuram qui pourrait aussi récupérer cette place à gauche. C'est là l'incertitude. Et devant, on devrait retrouver Gouiri Delors. Gouiri qui a soufflé contre Monaco. Une période difficile pour lui, mais bon, contre 3, c'est, je pense, le bon match pour lui, pour retrouver les stats, le chemin défilé. Vincent, est-ce que tu es d'accord avec moi si je te dis que la meilleure association pour Amine Gouiri, c'est quand il joue avec Kasper Dolberg en pointe? Je ne suis pas en désaccord avec toi, Mika. Je veux juste rappeler, ça n'a jamais perdu. Et ouais, non, mais c'est vrai, et on en a souvent parlé, Will avait fait un papier là-dessus, et ce qui est vrai aussi, c'est que les deux aiment jouer ensemble. Alors ça ne veut pas dire qu'Amine Gouiri n'aime pas jouer avec Andy Delors et que Dolberg n'aime pas jouer avec Andy Delors, mais il se passe un truc entre Gouiri et Dolberg. Ils parlent un peu le même football. Mais le football que jouent Gouiri et Dolberg, c'est pas forcément le football que préconise Christophe Galtier. Donc c'est compliqué et on en a parlé avec le coach. Lui aussi, il est un petit peu dans une vraie réflexion où il n'arrive pas trop à savoir quelle est la meilleure formule. Et c'est dur parce qu'on est fin avril, il reste 6 matchs. Franchement, j'aimerais pas être dans la tête de Galtier. D'ailleurs, il s'est mis au vélo pour essayer d'évacuer toutes ces questions. Mais oui, c'est Dolberg-Gouiri peut-être la meilleure paire. Ouais. Mais le meilleur attaquant, c'est Delors. Et ouais, c'est ça, Philippe. Difficile d'enlever Envie Delors quand même en ce moment impossible. Dans cette équipe de l'OGC Nice. Oui, très impossible. Difficile d'enlever Delors. Même si j'aime beaucoup Amine Gouiri, perso, mais c'est lui qui claque en ce moment. Puis il va au charbon, quoi. Ouais. Voilà. Et ouais, dans une période où c'est pas techniquement que cette équipe rayonne, et ben dans l'état d'esprit, Delors il est irréprochable. Et c'est vrai que si on avait un Kasper Dolberg à son meilleur niveau, peut-être qu'il n'y aurait pas débat non plus. Un Kasper à son meilleur niveau, c'est un autre standing que Andy Delors à son meilleur niveau. Olivier, comment faire quand un joueur doute? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le remettre en selle? Un attaquant, je pense, c'est marquer des buts. Et quand ça marque pas? Quand ça marque pas, il faut rien lâcher. Et le coach derrière sans cesse, ses coéquipiers sans cesse derrière. Donc il faut le faire jouer, il faut insister. Oui, parce que il faut l'aider. Oui. Tu mets les remplaçants, lui il va se dire je suis puni. S'il joue mais qu'il ne fait pas des bons matchs, il va dire attends je suis pas bon. Donc voilà, c'est
Si je sais pas, ouais, il faut que derrière, tu vois, entre le coach et les joueurs, il faut être tous unis, quoi. Goury, il en est conscient, il a fait plein de réunions voilà, en interne avec les dirigeants, même avec le coach. Il est malheureux, hein, ce gamin. Passage à vide. Ça fait 10 matchs qu'il marque pas, il force un peu. On a vu contre Monaco, il veut. Galtier, là, en conf, il invite justement à s'appuyer davantage un petit peu sur ses coéquipiers, voilà, à retrouver certains. Être généreux. Ouais, généreux. C'est pas facile, hein, parce que nous, comme disait Philippe tout à l'heure, hein, nous c'est facile hein, derrière notre micro là. Ouais. Bon, celui qui a été généreux plus ou moins depuis le début de la saison, c'est Justin Kluivert, l'ailier gauche ou ailier droit parfois de cette équipe de l'OGC Nice. Et Vincent, il y a des petites informations en provenance d'Italie sur son option d'achat. Oui, alors c'est sorti dans les médias italiens. Justin Kluivert serait automatiquement niçois s'il jouait encore 2 fois 45 minutes avec l'OGC Nice et que le club se qualifie pour une Coupe d'Europe. Alors on en a parlé avec Christophe Galtier. On va l'entendre lui, après, il n'a pas démenti ces informations, mais il a aussi dit que... On va l'entendre, on va l'entendre, Vincent. voilà. Donc et par les petites infos qu'on a pu gratter à droite à gauche, c'est que voilà, pour l'instant, c'est très compliqué d'en savoir plus côté niçois. Mais je ne vois pas Galtier ne plus faire jouer Justin Kluivert d'ici la fin de saison. En revanche, la question qu'on peut se poser, c'est au salaire qui est celui de Justin Kluivert, là encore. Ouais, mais autant le prix d'un 15 millions, c'est ça, son option d'achat, là, je me trompe pas. autour de 15 millions, mais on en attend tellement plus par moment. Lui, depuis son doublé mémorable contre Marseille, Justin Kluivert, c'est quand même... c'est pas suffisant, alors qu'on voit qu'il a quelque chose, mais c'est pas assez. Allez, puisque tu en as parlé, on va l'écouter justement Christophe Galtier à propos de cette information venue d'Italie autour de l'option d'achat de Justin Kluivert. Alors cet accord doit exister puisque la AS Roma en parle, mais par contre c'est une fake news de penser que je ne fais pas démarrer Justin ou je le fais moins jouer parce qu'il y a cet accord-là. Non, en aucun cas je suis focus sur la compétition et sur les objectifs que l'on doit atteindre. Et si Justin doit démarrer tous les 6 derniers matchs, il les démarrera, peu importe les conséquences financières qu'il peut y avoir. Voilà donc Christophe Galtier à propos de cette option d'achat de Justin Kluivert. Il jouera quoi qu'il arrive s'il doit mener cette équipe de l'OGC Nice vers l'Europe. William ? L'option d'achat, je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment inclue dans ce prêt. Ce que j'avais récolté du côté de la Roma, c'était que la Roma veut le vendre à tout prix parce qu'ils avaient essayé de le prolonger avant de le prêter cet été, parce qu'il a une fin de contrat avec la Roma en 2023. Donc ils avaient voulu le prolonger avant de le prêter et ça a capoté. Donc finalement, il est parti avec cette fin de contrat qui arrive l'année prochaine et Mourinho n'en veut plus. Donc aujourd'hui, la Roma veut vendre Justin Kluivert. S'il y avait eu cette option, on en aurait fait part et donc il y aurait plus vraiment d'inquiétude du côté de la Roma et Mourinho ne serait même pas exprimé sur le sujet. Alors que Mourinho, là, en l'occurrence, a reprécisé il y a quelques semaines qu'il n'en voulait pas et qu'il fallait lui trouver une porte de sortie. Une porte de sortie peut-être donc pour Justin Kluivert à l'OGC Nice ou ailleurs. On verra ça d'ici la fin de saison. Messieurs, J-15 avant la finale de la Coupe de France le 7 mai au Stade de France face au Football Club de Nantes. On va vous donner les dernières informations du côté des deux équipes. Et on commence par celle qui fait le plus parler, messieurs, depuis hier. C'est Stéphanie Frappart, Madame Stéphanie Frappart, qui arbitrera cette finale. Les Niçois, les joueurs, on en parlait entre eux. Les supporters lancent déjà des pétitions et on a même cru presque à une blague. Sauf que, Vincent, c'est un peu ce qu'on avait dans les tuyaux depuis quelques semaines déjà. On savait que c'était plus ou moins dans les tuyaux que Stéphanie Frappart arbitre cette finale et c'est officiel aujourd'hui. Moi, tu étais mieux informé, hein, pour le coup. Moi, j'avais pas du tout d'infos à ce niveau-là. Personnellement, moi je suis pas trop fan du procès d'intention qu'on fait à Stéphanie Frappart. Elle a été certes horrible à Brest et à Strasbourg. Alors horrible pourquoi ? Rappelle-le. Hein. Voilà, pour un carton rouge injustifié sur Morgan Schneiderlin, un rouge injustifié sur Dante, un rouge sur Kluivert. Donc voilà, c'est tombé sur Nice, mais je pense pas que Frappart à ce moment-là, Stéphanie Frappart s'était dit oui, je vais me faire Nice en fait. Donc ce procès d'intention à son encontre, voilà, je suis pas fan, elle va pas aborder cette finale en se disant oui je vais faire gagner Nantes à tout prix. J'ose espérer qu'elle prenne ce match comme elle doit le prendre, tranquillement. C'est une super exposition pour elle, c'est peut-être le plus grand moment de sa carrière, mais voilà, qu'elle en profite. Philippe, normalement, la finale de la Coupe de France est arbitrée par le meilleur arbitre de la saison.
est-ce que Stéphanie Frappart est la meilleure arbitre de Ligue 1 cette saison? Franchement, je sais pas. Je sais pas. Et moi, je trouvais qu'elle arbitrait très bien. Bon, jusqu'à certains matchs, là, voilà, où elle s'est loupée contre Nice, hélas. Mais franchement, moi, il y a une époque, je trouvais qu'elle était vraiment au niveau, hein, Stéphanie Frappart. Donc, je vois pas... Bon, maintenant, c'est un déferlement de... Moi, tant que c'est pas Monsieur Wurtz qui arbitre la finale... Voilà, ça me convient. Donc, ça sera Stéphanie Frappart. C'est de la politique de nommer Stéphanie Frappart à la tête pour arbitrer cette finale, Will? La politique, je pense qu'elle a peut-être pas volé aussi, parce que est-ce que c'est la meilleure? Je ne sais pas, mais est-ce que c'est parmi l'une des moins mauvaises? Je pense. Parce que franchement, quand on voit les autres, c'est du carnaval tous les week-ends. Donc, Il y a quand même de bons arbitres en Ligue 1. On pense à M. Benoît Bastien, M. Millot. Ce sont des bons arbitres de Ligue 1. Mais le problème, c'est pas forcément c'est parce qu'ils sont pas seuls. Parce que même ceux le Texier ou Turpin, ils sont pas forcément mauvais. Mais dans le VAR, par contre, il y en a des beaucoup plus mauvais qu'eux qui leur font prendre des mauvaises décisions. Et je pense notamment à Strasbourg. La pauvre Madame Frappart, elle se trompe peut-être sur Dante au moment de lui mettre le rouge, parce qu'il pouvait en prendre le rouge avant. Mais pour Kluivert, c'est le quatrième arbitre qui fait le cinéma. C'est lui qui provoque Kluivert, c'est lui qui l'appelle. Donc c'est pas Madame Frappart la fautive pour Kluivert. Donc voilà, je rejoins Vincent, pas de procès d'intention. Et je vais même finir par rapport à Philippe qui disait qu'elle était bien au début. Je suis d'accord, je l'ai même trouvée vraiment très bonne au début. Et je pense qu'en fait, en tombant dans cette famille des arbitres qui se tirent un peu, tir au flanc, et elle est tombée dans le panneau, elle aussi. Et donc, pour faire sa place, des fois, elle est moins bon qu'avant. Et puis, lors du derby, il y a des décisions qui sont franchement encore limites. On n'en a pas trop parlé parce que sur ce match-là... le pénalty sur les Mina. Il peut y avoir débat. Le carton jaune qui n'a jamais existé pour Disasi alors que Dolberg part au but... Ouais. C'est possible. Donc voilà, en fait, Frappart, pas Frappart, je pense que c'est... Et rappelons que Nice est invaincu avec Stéphanie Frappart comme arbitre cette saison. Voilà une excellente stat, Mika. Et moi j'aime bien quand c'est une femme qui arbitre, parce que je pense que les joueurs ils sont un peu moins virulents avec l'arbitre quand c'est une femme en face d'eux. Oui, et puis... Je pense. Olivier, t'es d'accord avec ça? On est plus respectueux d'une femme arbitre? Ah oui. Ouais. Ouais. Et moi, je rejoins... c'est vrai que je la trouvais, moi, intéressante comme arbitre. J'ai vu 2-3 matchs. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est les quatrièmes arbitres. Voilà, c'est ça. Ceux qui m'insupportent. Et alors ceux dans le VAR, c'est Pourquoi? pareil. Explique-nous un peu pourquoi. Moi, je les regarde, je regarde souvent, c'est sans cesse, c'est derrière pour le cul de l'entraîneur en disant bon, retourne t'asseoir. Et presque, ils regardent même pas le match, quoi. Et c'est un peu des shérifs, quoi, sur le... Voilà, et comme il dit, ils servent un peu à rien, quoi. Voilà. Oui, ils portent le panneau, quand même. Ça, Voilà, ils portent bien le panneau, voilà. c'est important. Ils sont beaux, bien droits. Messieurs les quatrième arbitres, si vous nous regardez, on vous salue. On ne tombera pas dans le piège ici de s'en prendre aux femmes, au contraire. Ah non, ça, non. D'ailleurs, elles sont absentes de ce plateau. Mais elle est la bienvenue et on le avant regrette la finale. fortement. Voilà. On l'invite, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, on a bien vu Galtier, Dany Luc, à Nice, c'est parti, là, Madame Frappart. Oui, il va falloir la caresser dans le sens du poil. Une excellente arbitre, mais c'est normal. Ça serait une mauvaise idée de dire l'inverse. Bon, alors au niveau des cartons jaunes, on en parlait un petit peu tout à l'heure, il y a des Niçois sous la menace. En gros, s'ils récoltent un carton jaune face à 3 dimanche, eh bien, regardez sur ce tableau, ces 4 joueurs seront suspendus pour la finale. Kefren Turam, Melvin Barr, Mario Lemina et Flavius Dany Luc. Du coup, comment on fait, Will, quand c'est comme ça? Déjà, je voudrais juste expliquer pourquoi ils seraient suspendus s'ils prennent là. C'est parce qu'il y a la commission de discipline qui se réunit mercredi prochain avant Bordeaux. Mais quand la commission de discipline se réunit avant un match, la décision ne devient définitive qu'en début de semaine suivante. Donc, par contre, si un joueur est expulsé à Bordeaux, oui, ça. Il sera suspendu pour la finale. Chocolat Meunier. Donc, vaut mieux être expulsé directement contre Dante, 3. Voilà, si Dante doit prendre un rouge. Ah oui, voilà. Oui, parce que Dante prend un rouge tous les 2 matchs. Voilà, mais vaut mieux qu'il le prenne là. Dès qu'il fait un tacle, il prend un rouge. Sauf s'il prend 2 matchs, c'est fini. Voilà, s'il prend 2 matchs comme il avait pris là. Olivier, moi je veux écouter l'ancien joueur là-dessus. Quand on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, comment on fait? On a peur. Et c'est là, souvent, qu'on prend un carton. Oui. Ou qu'on se blesse. Ou qu'on se blesse, ou qu'on prenne un carton. Ah ouais. Alors qu'est-ce qu'il doit faire, Christophe Galtier? Il ne va pas le faire jouer? On reste tous à la maison. Non, c'est... Après, c'est... Voilà, là, je veux dire, que sur Lemina, par exemple, il ne va pas calculer, il ne faut pas que je prenne un carton. C'est là que tu prends un carton. Donc, il faut qu'il passe son match. Et on croise les doigts, quoi. Et on le croise les doigts. Parce que bon, tu n'es pas à l'abri de faire un tacle. Pour toi-même, tu penses qu'il va être régulier. Mais est-ce qu'il risque de jouer avec le frein à main, du coup?
Parce que là, une fois sur le ça terrain, je serait- pense qu'il pense plus. Mais... Tu penses quand même à ce carton-là, mais je dis, même si tu penses que tu as fait un bon tacle, tu as pris le ballon, mais toi, en parlant avec qui est en face, il te met un jaune quand même, et puis en parlant après, ton match il est fini. Hein. Ouais. Là, tu penses plus qu'à. Tu te dis, ouais, attends, je vais pas jouer le match de la finale, et c'est cuit. Parce que oui, les Nantais, eux, ils ont été entre guillemets intelligents, mais ils pouvaient se le permettre, puisque Nice joue encore les places européennes, donc Nice peut pas se permettre de prendre des cartons comme ça quand on veut, mais là, sur le dernier match, ils ont tous pris des cartons. Exactement, on a vu la différence entre une équipe qui a encore quelque chose à jouer en championnat et une autre qui n'a plus rien à jouer du tout et qui est concentrée à 100% sur sa finale, qui prépare sa finale. Et ben les Nantais, et ben Blas, Fabio, Girotto, ils ont tous pris leur jaune contre Marseille. Ils sont suspendus pour le prochain match, qui compte pour du beurre, et ils sont sûrs d'être là pour la finale. Donc c'est plutôt un bon calcul, mais eux pouvaient se permettre que le côté niçois, c'était plus délicat de se prendre un jaune exprès à Monaco, avec le calendrier qui arrive derrière, et les enjeux du championnat. Ouais, les enjeux, il a raison, oui, mais c'est bizarre Nice, parce que tu as vraiment le sentiment d'être vraiment entre deux chaises là. Et moi, plus on s'approche de cette finale, et en fait, plus je suis un peu à l'étouffer, quoi. Je sens que c'est un truc, mais vraiment, qu'il va y avoir une pression côté Tu te mouilles un niçois. peu la nuque, quoi. Non, moi ça va, parce que ça va. Mais 25 000 Niçois, et puis là, en championnat, et on sent quand même que ça s'enlise un petit peu. Je les vois pas trop finir dans les 3. Va falloir la gagner cette finale. Ouais. Et même Galtier, dans sa réflexion, il nous a dit non, je pense au championnat, je veux pas faire tourner. Mais commence à y si avoir- Thuram et Limina prennent jaune là contre 3. Ouais, tu mets qui au milieu? T'as plus grand monde, surtout que Schneiderlin Voilà. est blessé, Mais je sais pas si vous avez blessé. le sentiment, Ouais, moi, non, mais que c'est- plus on se bien sûr. rapproche là, du 7 mai, là, et plus La pression il est va falloir importante. être costaud. Tu joues sur les la deux pression. tableaux, quoi, en fait. Pression. Ouais. Tu joues sur les deux tableaux, quoi. Eh oui. Donc voilà, comparé Mais à tu Nantes, peux- où ils sont libérés, et nous, on joue encore sur les deux tableaux. Et puis j'ai l'impression qu'à l'échelle niçoise, tu joues quand même. C'est énorme, quoi, parce que si tu finis 7 et que tu perds la finale, les C'est gens sûr. à Nice, ils vont dire c'est une saison catastrophique, horrible. C'est sûr qu'on est tellement dans chaque fois Alors qu'à Nantes, on est tellement dans la mesure à Nice que ouais, c'est ça. Bah, enfin, ça sera pas une saison réussie non plus si tu finis 7ème Non, et non, tu perds absolument en finale pas. Coupe de France, quoi. Ah, non, Non, pas mais non plus, même je sens, tu vois qu'en interne, je sais pas si Will est de mon avis, vaut mieux la gagner. Tout le monde est tendu, quoi. oui. Ah, Ça et- se tend un peu. Je sais pas si ça se Évidemment. tend, mais ils font genre qu'ils sont pas tendus. Ouais. Mais Will, comment elle va cette équipe nantaise, là, pour le coup? Au niveau des résultats, c'est plutôt moyen depuis le début du mois. Ça reste sur 2 nuls, une défaite à Marseille, où dans le jeu, ils ont quasiment pas existé. Ils ont marqué sur des coups de pied arrêtés, des situations un peu... voilà. Donc, et puis ils ont perdu surtout à nouveau Palois, qui s'est fait mal Ah ouais. contre Marseille. Il avait été absent pendant plusieurs semaines à cause d'un ligament étiré au genou. Et il s'est de nouveau étiré sur un dégagement. Donc je pense que Chirivella aussi, non, qui était un Et peu- Chirivella qui revient. qui revient lui. Qui revient. Ah, parce donc que lui, c'est un bon joueur, lui. c'est hein. un C'est bon une joueur, plaque lui. tournante de cette équipe Ouais. de Il y a de Nantes, Cyprien hein. qui rejoue des matchs. Ouais, Cyprien a joué, passeur Ouais. décisif au Il va falloir lui Vélodrome. passer un petit coup de fil s'il joue à Oh, le scénario Cyprien. catastrophe, quoi. Ouais. Tu le Ah sens oui, venir, vous Le le but de sentez vous Cyprien. Le les mauvais anciens penalty, souvent, quoi. Ah oui, Le je- cinquième je suis tireur. pas sûr. Non. Ah, sur ça. Parce petit- que sinon, Colomboigny ou Blas vont les tirer les pénaltys. un petit coup franc, Willan, Ah oui, la patate. comme il nous en avait mis au parc. Là. Ouais, ouais, patate de Willan. Très optimiste, ça fait Plaisir. Non, non, et puis- Alors qu'il y a un mois, on était là. C'est léger, là. On va finir deuxième, tout va bien. Et là, c'est Et vrai puis qu'on encore une commence à faire fois, la par grimace. rapport à la finale, ça serait la gagner ou la perdre. C'est sûr que pour eux aussi, il y a un enjeu. Mais bon, ils la gagnent, c'est fantastique. Ils la perdent, ils auront quand même réussi leur saison. On les attendait pas là, en finale de Coupe de France. Quand Boiré, qui les a maintenus jusqu'à la fin l'année dernière, il fait finale et Ouais. 10e de championnat, les Nantais lui diront tous bravo. Hein. Ce qui n'est pas le cas de Galtier. Tu sens qu'ils sont, eux, ils sont focus. Hein. Oui, mais ils ont Eux, plus il que y ça a à que la jouer. finale. Ils ont plus que ça à jouer. Olivier, qui est favori de cette finale entre Nice et Nantes? Je te parle pas du choix du cœur, hein, évidemment. Le choix de Bon, je vais dire Nice. Bien sûr, Nice. Bien sûr, Nice. Nice, pourquoi? Dis-moi. Bon, enfin, déjà, par rapport à la qualité, je pense que Nice, on est quand même supérieur à Nantes. Hein. Mm. C'est pas l'équipe de Nantes où je jouais à mon époque, où il y avait une grosse équipe de Nantes. Mm. Pour moi, ils sont... Tu avais pris une. Tu étais. non, Oui, on avait pris une valise. raclée. Oui, Je pense que c'était 7-1. On avait pris 7-1, oui. Ouais, c'était Robin Huck dans les cages, non? Et Robin Huck, Ouais. d'ailleurs, bon, l'anecdote, c'est que quand on a, au retour, avec le pauvre René Marsiglia et Jean-Philippe Mathieu, on était rentrés de Nice, sortis en bois de nuit, et on avait bu 7 whisky d'affilée. Voilà, pour vraiment le cauchemar. Voilà. C'était ça.
Un whisky pour chaque C'était but. une On a belle pris 7 chacun. soirée. On était rentré à la maison. Bon, Nice favori malgré tout, donc. Nice favori. Sur ce match-là. Voilà donc les infos côté nantais. Mais William, on en sait aussi un petit peu plus sur les modalités de déplacement de l'OGC Nice sur le déplacement à Paris et peut-être sur le retour en cas de victoire. Et sur l'organisation du suicide collectif en cas de défaite de Nice. Non, on boira des whisky comme a dit Olivier. Oui, au niveau de l'équipe, ils vont partir donc le jeudi, donc 2 jours avant la finale, la veille de l'entraînement qui sera organisé aussi au Stade de France avec la conférence de presse. En bus. Partiront. Non, ils vont pas se risquer à ça, donc ils vont partir en avion. Ce qu'on le sait, c'est qu'ils rentreront également, quoi qu'il se passe, après le match sur Nice, victoire ou défaite. Et si victoire il y a, ce qu'on espère tous, pour éviter le suicide collectif, Philou, il y aurait des festivités qui seront organisées au lendemain de la finale, en fin de journée. À noter que... Plutôt place Masséna d'ailleurs. Voilà, parce que les festivités du côté de Nice, elles vont s'articuler dès le samedi avec un village au GC Nice sur la place Masséna, avec des animations pour les enfants. Un écran géant qui ne devrait plus attendre 9000 Niçois seulement, mais plus de 20 000. Ah bon? Non. Voilà, il y aurait normalement... La jauge a été augmentée? La jauge a été augmentée avec normalement un deuxième écran géant. Ah oui. Et 20 000 personnes, à peu près 23 selon le dernier chiffre. À peu Qui près qu'on liront a annoncé. l'encart de Nice Donc, Matin. Oui, Philippe, Voilà. on aura un journaliste de Nice Matin évidemment qui suivra cette finale. Je pense pas. Donc il pourrait y avoir autant de Niçois Oula. sur la place Masséna qu'au Stade de France. Et donc ce village Masséna serait encore là le dimanche pour en profiter l'après-midi, pour fêter la victoire entre supporters le dimanche après-midi, en attendant les joueurs. Étonnant ce choix de rentrer après le match, Vincent, parce que il y a le match mercredi face à Saint-Etienne qui est important, parce que me dis pas que si les joueurs de l'OGC Nice gagnent la Coupe de France, ils sortiront pas à Nice en rentrant du Stade de France. Ils iront à Nice ou à Cannes, mais je pense que Galtier, il y a un match après le mercredi contre Saint-Etienne, il veut pas les voir tous partir dans Paris pendant 48 heures. Donc voilà, on rentre tous ensemble, on fait la fête le dimanche s'il y a victoire. Mais voilà, moi je n'ai pas envie trop de penser à tout ça, qui pense déjà à battre Troyes et Bordeaux. Olivier, fut une époque, on allait sur le plateau de téléfoot quand on gagnait la Coupe de France. C'est ça, le lendemain, nous on était tous moitié endormis sur le plateau de téléfoot. Là, ça a bien changé. Ça a bien changé parce qu'évidemment, elle se jouait après le championnat aussi, la finale de Coupe de France. Non, on avait un match derrière nous. Il y avait un match, oui, mais On jouait Metz. quand t'es pour du beurre. Enfin, Metz de jouer l'Europe. Ouais. Nous on jouait plus rien, enfin, on descendait déjà, mais on a gagné Metz. Allez, justement, pour brandir au Stade de France ou sur la place Masséna les couleurs rouge et noir, on vous propose de gagner l'écharpe de la finale de la Coupe de France. Pour cela, il vous suffit de pronostiquer le score correct entre Nice et Troyes avec le nom des buteurs, évidemment, sous le hashtag Gymtonic. On passe, souviens-toi, mon cher Philippe. Alors, on aurait pu parler de la finale de la Coupe de la Ligue de 2006, puisqu'elle s'est déroulée il y a 16 ans, jour pour jour. Mais comme c'est une défaite, on va complètement la zapper. Et puis, on va profiter de la présence... Voilà, on va profiter de la présence d'Olivier Fugin parmi nous pour parler, évidemment, de ce Nice-Guingamp en 97. Bien sûr, on va profiter d'Olivier, grand défenseur central, que je surnommais Jambe de laine parce qu'il était souvent blessé. Jambe de laine. Jambe de laine parce qu'il avait les fibres un petit peu délicates. Il était souvent blessé. Mais il buvait trop de whisky, peut-être. D'ailleurs, j'ai une petite question. Quel a été l'attaquant que tu redoutais le plus à l'époque? Parce que j'en ai eu 2. Jean-Pierre Papin et Georges Weah. Ah oui, mais 2 monuments. 2 monuments. Ouais. Reviens sur le souviens-toi. Alors, le souviens-toi. Tu t'écartes. Est-ce qu'il, je dois commenter des images en on même temps? va en voir quelques-unes, évidemment, de ces images de Alors, finale de c'était Coupe de sur France. une très belle saison en 1997, où Nice avait eu 3 entraîneurs, Aymon, puis Sanchez, puis Takac, 2 présidents, Boïs, puis Mandari. Ils avaient gagné 5 matchs dans la saison, 23 points. Un carnage. Là, on voit donc le président Chirac. Le président Chirac qui avait dit à Valanconi, enfin un que je connais, parce qu'il ne connaissait pas les Niçois. C'était Bruno qui m'avait raconté cette anecdote. Donc on voit notre ami Pancho, Jean-Luc Bellé, voilà, on pense à eux. Une finale au Parc des Princes, la dernière au Parc. La dernière au Parc, devant 45 ou 50 000. Voilà, le but d'Olivier. Alors... On va en parler après. Olivier ou Youssef Salimi, on va en reparler après. On va en parler après. Ouais. Donc, tête d'Olivier Fugin et Chaouch qui n'a absolument rien fait dans l'action, mais qui se fait passer pour le buteur. C'est Youssef Salimi qui la dévie des cheveux. Ouais, parce qu'il a les cheveux longs. Voilà. Donc, ouverture du score du gym.
Là, c'est Chaouche qui met au-dessus. Toute la France du football était pour Guingamp. Hein. On les remercie, comme d'habitude. Là, il va y avoir bientôt l'égalisation. Un beau petit pont sur notre ami Olivier. Et la Spalès, sans chevalier. C'est ça, le supporter sur Ben c'est ça. Il fallait pas la mettre. Voilà le petit pont sur Olivier. J'ai pas le même regard en ressortant là tout à Qui l'heure. s'est fait opérer des jambes. Agressé, arrête. Alors là, les tirs au but avec L'ange blanc. avec un Bruno Valanconi héroïque. Loul Gomis qui va Gomis, l'arrêter. qui va bien tirer son penalty. Ouais. Et On l'a réceptionné, nous, en ouais. tribune derrière. Ouais. Voilà. C'est ça. Et puis, On cherche le ballon, d'ailleurs. et puis après, donc Il arrête. Bruno qui refait un exploit va arriver Vermeulen, qu'on appelait Harry Terralen, parce qu'il était en suqué du matin au soir. Une année, il avait traversé l'année comme un fantôme. C'est son seul fait de gloire, le Ouais, JC. seul fait de gloire. Et alors lui, il met le penalty comme si on s'était un quart de finale de Coupe Gambardella. Et voilà, tranquille. Et Nice qui gagne la Coupe de France. Fantastique. C'était fantastique. On était avec mes amis Jean Chaussier, dans la tribune de presse. On n'arrivait pas à écrire au début parce c'est la première fois qu'on voyait Nice gagner quelque chose. Donc là, on va voir Fred Joria, qui va être pressé de montrer la coupe aux supporters niçois. Voilà, il Remise apprend- par Jacques Chirac. Il la montre aux supporters niçois et franchement c'était une soirée exceptionnelle qu'on avait fini au Nils, une boîte parisienne avec les joueurs parce qu'à l'époque c'est vrai qu'on était partis avec eux en avion, on était avec eux à Clairefontaine, on était avec eux à la soirée. Voilà, c'est notre époque. Hein. Tout ce qui est plus possible aujourd'hui, Ou quoi. maintenant, on verra les joueurs 3 mois après la finale. Bon, Olivier, qui marque ce but? Olivier, le but. Non, après, c'est. Enfin, moi, sur le instantané comme ça, c'était moi. Ouais. Mais après, quand on revoit les images, C'est Youssef qui Youssef les fleurs de la nuque. les fleurs, Ouais, elles vont au fond. Mais le ballon n'est pas, ça change pas la trajectoire Il n'est du pas trop ballon, dévié, ça non. rien, C'est sûr ouais. que s'il effleure pas, je pense qu'il rentre quand même. Ouais. Si Youssef il avait notre coupe de cheveux, il la touche pas. Disons que là, aujourd'hui, j'ai revu, moi, il n'y a pas longtemps, il est à cheveux courts. Et il la Voilà, touche plus. c'était moi. Bon, quelle image tu gardes de cette finale malgré tout, Olivier? Ah, c'est un grand moment, quoi. C'est féerique, quoi. Quand tu pars du mercredi, tu atterris à Clairefontaine, hein, le cadre, Ouais. c'était magnifique. Exceptionnel, ouais. Entraînement, Grâce à Bébergal, Clairefontaine, voilà, qui ouais. était le kiné de L'ancien l'équipe de kiné de France. l'équipe de France, C'est c'est grâce de à chez lui nous. que le gym... Donc, préparation extraordinaire. Et puis, dans ta bulle de mercredi jusqu'au jour J, quoi. C'était une bande de copains, cette équipe, où il y avait un petit Ouais. peu des tensions quand Non, même malgré non, tout? c'était, Parce que, on rappelle la saison, vous descendez en deuxième division. C'était une bande de copains. Ouais. Voilà, c'était vraiment. C'est ça qui a fait la différence aussi un C'est peu? ça qui a fait la différence. C'est-à-dire que nous, du mercredi au samedi, les pénaltys, D'ailleurs, à On était 16 guerriers, quoi. ce sujet, on a une pensée pour Jean-Philippe Mathieu, Oui. qui avait été blessé pour cette finale. Voilà. Il Qui était a vécu blessé. le match en tribune. Qui était notre Voilà, il capitaine. avait été blessé juste avant et qui avait... c'est un traumatisme pour lui, cette finale, Ouais. parce qu'il avait raté, on pense fort à lui. On l'embrasse, Ouais, effectivement. Parce que c'était lui le capitaine de l'OGC Nice. hein. C'était lui le capitaine. C'était lui, ouais. Et là, c'est... Ce que je me demande, c'est est-ce que quand vous gagnez cette finale, vous savez que vous marquez autant l'histoire du club ou sur le moment, tu ne mesures pas Honnêtement, forcément Non. Moi, en tant que Niçois, hein, Ouais. moi, je suis au club depuis 1974. hein. Donc, je suis un des plus anciens avec Jean-Philippe Mathieu. Hein. Non, honnêtement, non. Moi, après, j'avais beaucoup d'appels, même le matin même. Puis, c'est un peu le rush sur Nice, là, mais bon, on s'attendait quoi? Bon, on dit bon. Et en plus, il pleuvait ce jour-là. pleuvait. Ouais. Il pleuvait, mais on avait. C'est il y revenu avait le un dimanche, il monde, pleuvait. pas Un monde possible, un quoi. monde fou. Le Ré était rempli. Le chemin de l'aéroport jusqu'au stade aéroport, du Ré. même s'il pleuvait, ben, c'était quand même. On nous suivait en courant, en scooter, les gens et tout. On avait Et ça a oublié été- que le club descendait en C'est ça, on en avait Ligue tout 2. oublié. Et après, ce qui a marqué aussi, c'est que ça dure des mois. C'est pour ça que moi je dis attention après. Et puis, vous aviez joué l'Europe. Eh oui. Voilà, jouer La l'Europe. C2 en D2, c'est ça. c'est 2 fois Mais mieux. moi, C'est c'est la ça que je banderole reviens sur- au stade du Ré. Sur maintenant, attention si on la gagne le 7, mais si on joue aussi. Saint-Étienne le mercredi. Voilà, Saint-Étienne, ça, une place 3-4, même si on va être qualifié en Europe, attention quand même. Oui, parce que là, s'il y a dure des encore une mois, troisième c'est pas, place à aller chercher. On a gagné la Coupe de France pendant une semaine, on l'a présentée, puis c'est fini. Là, tu as droit, la Coupe, je crois que tu la gardes 1 ou 2 mois. Mais est-ce que tu gardes pas une certaine euphorie quand t'as gagné? Parce que tu... Tu gardes l'euphorie. Voilà. Mais après, je veux dire, disons que tu vas finir l'entraînement, on va dire, ben, tiens, tu as été emmené à présenter la Coupe, je Ouais. connerie,
En ville. Ouais. Toi, le lendemain, tu vas présenter la coupe à droite à gauche, donc tu es amené sans cesse. Et puis, ne pas oublier qu'ils avaient eu une petite primette pour cette, je me souviens, de 12 000 € par joueur c'était en francs à l'époque. que Olivier avait dépensé au Grand Escurial à Nice. Exactement, c'était pour moi. Qui était, Je suis arrivé, j'ai dit, je régale. qui était une boîte. La boîte de nuit. Donc la prime était partie vite fait, bien fait. C'est ça. Ouais. Et évidemment, Olivier, Vincent te posait un peu la question, mais tu ne pensais pas que l'OGC Nice n'allait plus rien remporter pendant 25 ans derrière, à ce moment-là? Alors, c'était toujours que l'année d'après, on va être encore en finale, et l'année d'après. Et c'est vrai que là, c'était quoi, 2006 2006, la dernière finale. C'est Ouais. la finale. la Coupe de la Ligue. 2006, Et c'était Coupe de la Ligue, voilà. la La finale. Coupe de France, c'est compliqué Ça parce part. que tu démarres, C'est le tu président. te rencontres une équipe de DH. Nous, il y a des Vous années aviez battu où que des pointures d'ailleurs, Voilà, Laval, Clermont, Bastia au tir au but. Bastia au tir au Bastia au but. tir au but. Alors moi, ce qu'il Un faut savoir, parcours c'est que- héroïque. non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que on va dire que c'était un peu ma coupe. Parce que moi, je marque quand même en quart de finale, Oui, à Clermont qui avait battu le PSG le qui avait tournoi. sorti le PSG. Ouais. La demi-finale, on gagne 1-0 à Laval. But de Neuf. Thierry De Deneuve. Neuf, et moi, si je te rappelle, Philippe, à la dernière minute, Ouais. cafouillage à la surface, Bonneval en connu, qui est tenu par l'attaquant, qui ne veut pas se relever pour faire un arrêt. Et moi, je me jette, je ferme les yeux, et le ballon, il tape ici, sur la ligne, et il sort. L'arbitre siffle la fin du match. Donc, C'est vrai. je sors pas ça. On est Un saut de carpe. on est un partout, on va au penalty. S'il faut, tu passes pas, parce qu'on jouait à la. Et après, finale, où je mets quand même ce coup de casque. Quoi. Non, Donc, mais tu vois, c'était un peu. et puis ce qui est fou, c'est qu'il y a une équipe en 78 où il y avait que des stars. Des Baratelli, Huck, Guillou, Jouve, Katalinski, non, Bjekovic. des héros. Et ils ont perdu la finale. Et c'est l'équipe de 97 qui l'a gagné. Nous, on était des zéros, mais on a gagné. Tu t'en manques des deux, mais Il y tu l'as avait des héros et gagné. nous des zéros. Et c'est Fred ce qu'avait dit Jean-Noël Luc à Fred Joria. Il lui avait dit tu as vu, c'est pas Jean-Noël Luc ou Biekovic ou Jouve ou Baratelli qui a soulevé la coupe, mais c'est Joria. Fred qui l'a jamais oublié cette phrase. C'est ça. Ouais, et Fred, qu'on recevra évidemment sur ce plateau de Gym Tonic, Fred Duria, pour justement évoquer cette finale de Coupe de France juste avant la finale. Ça sera notre invité exceptionnel. Messieurs, avant de se quitter, on voulait rendre un hommage, Philippe, à un serviteur du gym, Dédé Oui. Donati, qui nous a brutalement quitté cette semaine. Oui, après le derby qu'il avait passé en famille, Dédé qui était une figure locale que tout le monde connaissait, tous les footeux connaissent de la région, qui était passé par le Sportmen de Nice, la SPTT, le Cavigal, le gym, voilà, qui était un meneur d'hommes, qui était un dirigeant connu, reconnu. Moi, je sais qu'avec Dédé, j'ai pas toujours été en phase à une époque, mais on était toujours en lien et que ça a été mon premier coach quand j'étais à la SPTT, Nice, et j'ai jamais oublié qu'il m'a dit Philippe, travaille bien à l'école parce que tu seras jamais professionnel de foot. Il avait raison. Donc voilà, un grand. Il avait raison. Il avait raison. C'est un visionnaire. Non, Ouais. mais voilà, on salue Dédé et voilà. Olivier, un petit mot, tu le connaissais bien. Ben, bien pareil, évidemment. moi je l'ai connu à l'époque quand on était au Cavigal. Hein. Mm. Et moi, dans toutes mes classes avec l'OGC Nice, donc il était un petit peu, voilà, on se frictionnait. Mais bon, voilà, c'est un personnage, on va dire. Mm. Avec sa grande gueule, toujours, tout le monde l'entendait sur les stades, mais voilà, c'est un monument qui part. Quoi. Et on a une pensée bien sûr pour ses proches et pour sa famille, la famille d'André Donati. C'est la fin de ce Gym Tonic, messieurs, c'est passé vite. Une émission, alors là, attention, que vous pouvez maintenant retrouver en podcast audio sur les plateformes iTunes et compagnie. Évidemment, c'est pratique quand vous allez au stade, dans la voiture ou pour aller au boulot. Maintenant, vous pouvez nous écouter aussi en podcast, même si c'est mieux de nous regarder. Hein. Philippe, il est magnifique, on dirait un soleil. Ou alors la nuit, La juste avant de légende. s'endormir, La légende. en La légende, espèce d'ASMR, vous mettez ça. Voilà, La voix douce de Philippe Camps vous pour vous. écoutez ça Voilà. tranquillement. Pour vous écoutez bercer Vincent, la nuit. vous écoutez Vincent et William, ils vous endorment. C'est magnifique. Olivier, merci beaucoup Merci à vous. d'avoir été plaisir. avec nous. Tu reviens quand tu veux, évidemment, sur ce Oli- plateau. Olivier, tu t'es pas Sans blessé? Philippe. Non, je sais pas, j'ai un peu mal au dos là. Et avec la bouteille de whisky. Pour la première. Merci à Philippe Bertigny, à Sophie Doncé, à Chloé Voirgard, à la réalisation et la préparation de cette émission. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.